Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravis de vous retrouver mardi 9 décembre 2025, semaine de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 10 décembre, dernière décision de politique monétaire de l'année avec beaucoup d'attentes à la fois pour cette fin d'année, c'est-à-dire la fin du mois de décembre, crack de fin d'année ou rallye de fin d'année, c'est le sujet dont nous allons discuter. Bitcoin, altcoins, quelle tendance de fin d'année, quelle tendance jusqu'à Noël, jusqu'à votre 31, où il faudra rester sage, et puis en première partie d'année 2026. Je vais traiter ce sujet pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est la Fed ce 10 décembre, d'autre part parce que je vous retrouverai pour le prochain CTB le 23 décembre, puisque le 16 décembre, je ne peux pas, je suis en déplacement à l'étranger, donc nous n'allons pas nous voir ce mardi pour le CTB, enfin le mardi pour le CTB, avant la fin du mois, donc je traite la tendance de cette fin d'année. Alors, Bitcoin, toujours enfermé dans le débat de savoir qui domine, qui a le dessus. Le fameux cycle temporel, le cycle de 4 ans, a-t-il encore le dessus d'un point de vue structurel ou peut-être même tout simplement d'un point de vue psychologique? Ce cycle de 4 ans qui, lui, nous enferme dans une trajectoire qui est celle du bear market, mais même dans un bear, il y a des rebonds. Même dans un marché baissier, il y a des rebonds du chat mort. Et d'ailleurs, les rebonds du chat mort peuvent durer 4, 5, 6, 7, 8 semaines, même dans un marché baissier. D'accord? Ce fut exactement d'ailleurs le cas lors du précédent marché baissier, mais même ceux qui se sont développés avant lors des tout premiers cycles. Donc, quelle tendance de fin d'année? Quelle tendance de fin d'année, sachant que d'autres corrélations agissent, la corrélation avec le dollar, la corrélation avec le business cycle, la corrélation avec la liquidité, la corrélation avec les perspectives de politique monétaire, beaucoup d'éléments sur le plan technique, mais vous savez, nous pourrions avoir par exemple un rebond de fin d'année. Alors, j'aime pas cette expression, vous savez, rallye de Noël, rallye de fin d'année. Bon, mais c'est vrai que c'est de la statistique tout ça. Vous savez, lorsqu'on parle de rallye de Noël, rallye de fin d'année, c'est pas en mode voilà, incroyable, j'ai vu la lumière, j'ai vu le soleil, j'ai eu une apparition de Ra. Vous savez, Ra, c'est le dieu du soleil, qui en met plein la vue, qui... Voilà, non, non. Ra peut-être existé, hein, sait-on jamais. Bon, mais au-delà de ça, le rallye de Noël, le rallye de fin d'année, c'est statistique, c'est juste de la saisonnalité. Et vous l'avez constaté, parfois nous sommes dans la saisonnalité, parfois on s'en écarte, et comme ce fut le cas d'ailleurs ce mois d'octobre et ce mois de novembre, qui sont historiquement des bons mois d'un point de vue statistique, mais là, non seulement ça n'a pas été des bons mois, ça a été deux mois de crash. Bon. Donc, cette saisonnalité, en fin d'année, elle est favorable pour les actifs risqués en bourse, le marché action, mais qui lui-même aussi est déjà tout en haut. Enfin, les stars de la tech, le S&P 500 avec la tech, la profondeur du marché action est très loin d'être tout en haut, les autres secteurs notamment, d'autres secteurs cycliques qui, eux, sont très loin d'être d'ailleurs même survalorisés. Voilà, ça va jouer avec la Fed, beaucoup d'attentes. Donc dans cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, CTB, du coup, qui sera, si je ne me trompe pas, l'avant-dernière émission de l'année, puisque je vous retrouve ensuite le mardi 23 décembre pour ce qui est du CTB, sinon du lundi au vendredi sur Cryptost Academy, eh bien, nous allons suivre le plan suivant. Il est déjà sorti de ma tête. Vous savez, je fais tellement d'analyses à droite à gauche que parfois les choses me sortent de la tête. Donc moi je suis à l'ancienne. Hein. Moi je fais partie de la génération. Internet est arrivé à la maison. Je crois le premier ordinateur j'avais 16-17 ans, mais moi je suis né en 1982, j'ai 43 ans. Et si vous voulez, moi dans l'essentiel de mes études, les premières salles informatiques, je les ai connues en prépa. Donc j'avais 17 ans. Mais avant cela, pour moi, travailler, préparer un sujet, c'était aller à la bibliothèque du coin, ou même aller, j'avais la grande bibliothèque de la Villette par exemple, je me rappelle, mes parents m'y déposaient, j'y restais toute la journée, le temps de prendre un stylo plume à l'époque, stylo bic, mais c'était beaucoup le stylo plume, rappelez-vous, stylo plume, les effaceurs, et puis prendre 15 bouquins, puis noter, prendre plein d'informations à droite à gauche, parce que il n'y avait pas internet, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas de ChatGPT, il fallait aller chercher l'info, il fallait lire. Il fallait écrire. Et donc, moi, je garde toujours mes habitudes. J'écris. Et dans mon organisation de travail, d'ailleurs, mais même mon organisation personnelle,
tous les soirs avant de me coucher, j'ai sur mon bureau ma to-do list du lendemain. Alors, je suis pas non plus complètement figé en mode le mec est fou de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire, des tâches professionnelles, personnelles, je me cale toujours une session de sport et j'ai ce petit plaisir, ce côté un peu satisfaisant, c'est à la mode comme adjectif ça sur les réseaux, de barrer. Je barre quand j'ai fait, je suis super content et à la fin de la journée, je suis là, j'ai barré et c'est cool, ça fait plaisir. Bon, bref, je fais encore ça pour les plans, donc qu'est-ce que j'ai écrit, sachant que tout ça, je l'ai préparé dimanche. Alors, oui, donc c'est la Fed cette semaine. Je commence cette vidéo par la Fed. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la partie technique, puisqu'on va parler Bitcoin, on va parler des alts. Toujours dans ce sujet de savoir, est-ce que nous pouvons avoir un rallye, entre guillemets, de fin d'année, un rebond du chat mort, si on est dans le cycle de 4 ans, ou est-ce que on continue de développer la première jambe du bear. Donc, vous savez, rappelez-vous, 3 temps, A, B en rebond du chat mort, et la dernière C. La question de savoir, est-ce qu'on est déjà dans la B ou pas? Ou est-ce qu'il faut d'abord tester 70, 75 000 avant de faire ce rebond du chat mort? Et si jamais on rebondit, d'ici la fin d'année, est-ce que c'est un rebond du chat mort ou est-ce qu'on est toujours dans le cycle et qu'on part vers un nouveau sommet? Enfin, voilà. Donc, c'est super sympa. Hein. Finalement, c'est intéressant de se poser la question comme ça tous les jours. Moi, je me pose cette question tous les jours. Vous imaginez un peu l'état de mon cerveau. Bon, il est en bonne santé, mon cerveau. Je me sens plutôt bien actuellement. Voilà, il faut avoir une activité sportive, il faut bien s'alimenter, il faut avoir la patate, il faut avoir le positive mindset, et puis il faut bien dormir, etc. Enfin, je vous apprends rien. Bon, ok, donc, nous allons commencer par première partie. Oui, ce mercredi, sans surprise, la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux est certaine. Voilà, mais c'est déjà intégré dans les cours. En réalité, le marché s'en tamponne presque. Ce qui compte, c'est quoi? C'est la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Comment elle se projette en matière d'inflation, d'emploi, de croissance, comment elle se projette pour le propre rythme de ses taux d'intérêt. Bien sûr, la conférence de presse de Jérôme Powell va compter. Troisième élément, le rapport de force au sein du FOMC, puisque pour une baisse de taux et pour d'autres baisses de taux, si on en veut en 2026, il faut une majorité. Au sein du FOMC, ils sont 12, il faut donc 7 voix, est-ce que c'est crédible ou pas? D'ailleurs, normalement, à partir de janvier, nous allons connaître le nouveau nom, le futur président de la Fed, mais qui prendra ses fonctions qu'à partir de mai 2026. Ça peut être Kevin Hassett, et beaucoup déjà spéculent sur son rôle de Shadow Fed Chair, le patron de la Fed dans l'ombre, celui en fait dont la parole aura déjà le dessus sur celle de l'ami Powell. Bon, tout ça va être passionnant, ce sera en début de mai 2026. Mais ce qui compte vraiment, cette semaine, réellement en fait, ce qui nous fait un peu mousser, ce qui rend cette décision de politique monétaire un peu excitante, c'est quoi? Ce sont les annonces possibles ou perspectives possibles, parce que ces annonces n'auront peut-être pas lieu ce mois de décembre, mais lors de la réunion de fin janvier. Donc, soyez pas déçus s'il n'y a pas ce type d'annonce ce mois de décembre. C'est bien sûr les annonces concernant le bilan de la Fed, puisque ce bilan est désormais aplati. Dès lors que le quantitative tightening a cessé, le bilan est plat. Le bilan peut rester plat. Le bilan peut légèrement remonter dans le cadre d'achat de titres de dette de court terme, le fameux quantitative easing technique. Technique pas pour analyse technique, mais quantitative easing technique, pour assurer en fait la liquidité à court terme sur le marché interbancaire. Et puis bien sûr le vrai programme de quantitative easing, celui qui consiste à acheter des obligations en duration longue, qui consiste en une réaugmentation du bilan, sur des pressions baissières sur les taux d'intérêt longs du marché. Il y a des pressions bullish actuellement sur les taux à long terme, en Europe, au Japon, aux US. Ça peut commencer à être un stress. Les banques centrales peuvent vouloir maîtriser ça. Bon, en tout cas, certaines banques publient des études, elles estiment que dès ce 10 décembre, la Fed pourrait même annoncer un petit QE technique. Ne vous emballez pas, c'est pas non plus un programme de quantitative easing. Mais bien sûr que entre l'ancien quantitative tightening et potentiellement un nouveau quantitative easing technique, nous préférons le choix du quantitative easing technique. Enfin, alors, sauf si vous êtes short Bitcoin et que vous jouez à fond le bear et que vous visez 50K, vous ne souhaitez pas que la Fed annonce un quantitative easing technique. Vous souhaitez qu'elle maintienne son bilan à plat, et vous souhaitez même qu'elle ait des mots durs, et qu'elle dise que l'inflation est trop élevée, et qu'elle ferme la porte à d'autres baisses de taux. Ça, c'est votre souhait,
si vous êtes short. Vous avez le droit d'être short. Après avoir fait tout ça, nous ferons de l'analyse technique du cours du Bitcoin, toujours pour savoir si on peut avoir un rebond du chat mort ou malheureusement un crack de fin d'année et poursuivre la construction de cette vague A, qui est la première jambe de baisse du bear market. Je vous parlerai aussi des alts, d'un certain nombre de jetons, notamment aussi du BCH. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Cryptost Technical Briefing. Chers amis, les contrats perpétuels crypto sont enfin disponibles chez Kraken en Europe et jusqu'au 16 décembre, vous avez $200 de réduction de frais de trading. Oui, $200 de réduction de frais de trading. Les contrats perpétuels, c'est comme les contrats futurs, sans expiration, beaucoup plus liquide, une liquidité 10 à 20 fois supérieure. Naturellement, vous avez un effet de levier jusqu'à 10. Chez Kraken, avec l'offre des contrats perpétuels, vous pouvez adopter une position short. Alors, chez Kraken, l'offre des contrats perpétuels crypto est disponible sur la plateforme Kraken Pro. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est une plateforme très complète. 150 contrats perpétuels crypto sont disponibles. Effet de levier jusqu'à 10. Et puis, en marge requise, vous pouvez utiliser vos cryptos. Pas seulement vos fiat, mais aussi vos cryptos. Alors, chers amis, foncez. Jusqu'au 16 décembre, $200 de réduction de frais de trading et une offre de contrat perpétuel crypto, tout simplement la plus complète disponible en France. Le trading de produits dérivés comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous pourriez perdre plus que votre investissement initial. Nous attaquons, c'est parti. La réserve fédérale du mercredi 10 décembre en facteur fondamental dominant. Alors, en ce qui concerne le taux d'intérêt des fonds fédéraux, la surprise n'existe pas. Enfin, la surprise est toujours possible, mais au regard des probabilités, ça va jouer quand même sur le rapport de force au sein du FOMC. Je vous donne plusieurs points de repère. Selon l'outil CME Fed Watch Tool, qui est basé donc sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Donc c'est ce qu'on appelle une probabilité qui en découle. Et donc une probabilité qui en découle, c'est une probabilité qui n'est pas explicite, mais une probabilité implicite. Car elle en découle, c'est de l'interprétation. 89% de probabilité d'avoir une baisse de taux ce 10 décembre. Le taux de la Fed passe de 4 à 3,75. Par contre, ensuite, vous voyez que c'est du statu quo début 2026 pour le moment. Ça peut aller très vite en fonction des chiffres. Beaucoup de chiffres sont encore en retard. Beaucoup de chiffres d'inflation et d'emploi à cause de ce shutdown. Certains ne sont même pas publiés avant le 29 janvier. C'est con parce que moi je regarde, j'ai des données alternatives temps réel et elles sont mais tellement favorables. Sauf qu'on ne va pas les avoir avant fin janvier. Enfin bon, bref. Il y a aussi l'emploi le 16, etc. Bon, je reste sur mon truc. Donc 89% de proba. Selon l'outil CME Fed Watch Tool. 56% de proba selon Trading Economics. Vous voyez donc le taux de la Fed qui baisse quand même depuis 2024, mais qui n'a quasiment pas baissé toute l'année 2025, sauf depuis là le dernier trimestre. Donc nous aurions une troisième baisse de taux depuis septembre dernier. Nous pouvons aussi interroger Polymarket, qui nous donne donc là aussi 95% de proba d'avoir une baisse de taux ce mercredi. Donc tout ça pour vous dire que la baisse de taux est complètement pricée. Ce qui n'est pas intégré dans les cours, c'est s'il n'y a pas de baisse de taux. Alors là, on est mort. Enfin, on est mort. On se prend une claque. Bon, si vous voulez, le titre de la vidéo, c'est quelle tendance de fin d'année. Il y a deux options. L'option numéro 1, on est déjà en rebond du chat mort. Encore une fois, je pars du principe que nous sommes dans le cycle de 4 ans bear market. Ce qui n'est pas forcément le cas. La vidéo en parle après, hein, d'accord. Tout est chapitré, etc. Mais on y est. On est dans le bear. Dans le bear, il y a deux possibilités. Soit là, on se fait un rebond du chat mort de fin d'année, on reteste les 100K. Soit d'abord, on drop à 70K, qui est l'ancien record du cycle, qui est le record du cycle précédent. J'allais dire l'ancien record de l'ancien cycle. C'est le record de l'ancien cycle. C'était 69,8. On l'a jamais retest. Même en avril dernier, on s'arrête à 73. Ou 74. Donc, soit d'abord, on retest, et là, ensuite, il y a un méga rebond. L'incertitude, c'est ça. Dans tous les cas, il y aura un rebond du chat mort. Il arrivera. La question de savoir, est-ce qu'on commence à 80 ou est-ce qu'on commence à 70 ? Voilà. Y a pas, on ne va pas traverser comme ça à la baisse, comme s'il n'y avait rien, l'ancien record, le record de l'ancien cycle. Si ça arrive,
C'est qu'il y a, je sais pas, il y a une news, il y a quelque chose, il y a du fait exceptionnel, du signe noir même. Bon, bref. Donc vous voyez que c'est quand même assez probable. Alors, la mise à jour des projections macroéconomiques. Lorsque la meilleure façon de s'informer concernant la Fed, c'est d'aller directement sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez ici donc toutes les décisions de l'année. C'est la dernière ligne, 9-10 décembre. Parce que ça dure 2 jours, les mecs causent pendant 2 jours. Enfin, ils font genre. Et au final, ils dévoilent une décision de politique monétaire. Et, enfin si, ça discute bien sûr. Il y a ici un petit astérix. Au passage, le parc Astérix a été élu le meilleur parc d'attractions cette année. Donc un petit astérix, ça veut dire qu'il y a la mise à jour des projections macroéconomiques. Cela se présente sous la forme d'un tableau. C'est ici, c'est ce que vous avez sous les yeux. Je vous jure, hein, ce sera mis à jour mercredi à 20h et 1 nanoseconde. Je suis devant à chaque fois. À 20h et 1 nanoseconde, vous faites F5 sur ce site. Tous les éléments apparaissent là. Boum, direct le tableau. Et là, c'est ça qui fera tout. Dans ce tableau, la Fed va mettre à jour et nous donner son seuil d'alerte du taux de chômage, va mettre à jour ses anticipations de croissance économique. Et on est sur un régime de croissance nettement inférieur aux 3-4 dernières années. Surtout le plus important, le core PCE inflation. Notez que la Fed attendait 3,1 pour cette fin d'année, on est à 2,8. La Fed attendait 3,1, on est à 2,8. C'est pour ça que la baisse de taux est crédible. Et nous sommes à 2,8, et vous savez quoi? En avant-première pour vous, vous avez le PCE Trueflation. Vous connaissiez le CPI Trueflation. Depuis quelques semaines, il propose le PCE en version temps réel. Les gars, on est à 2,20. On est même tombé à 2,10. Alors me direz-vous, ça y est, on est à la cible de la Fed. Le problème, c'est que là, nous sommes à 2,10, 2,20 selon le PCE Trueflation temps réel de décembre. Et ce PCE de décembre, il n'est pas publié au minimum avant le 29 janvier. Et puis, voilà, il peut y avoir un écart. Donc, en orange, c'est le chiffre officiel. Et en bleu, c'est la réalité temps réel. On voit globalement, la tendance est la même. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, dans toute cette période-là, on voit qu'il baisse. Et pourquoi celle-là, elle est bleutée? C'est parce que c'était le shutdown. Il n'y a pas eu de collecte de données. Donc là, depuis le shutdown s'est terminé le 15 novembre, il faut le temps de tout recollecter, ça va prendre du temps, donc pas avant fin janvier. Donc normalement, c'est fin janvier qu'on va avoir des bons chiffres de l'inflation PCE. Ça, c'est pas compatible avec un bear market, par exemple, vous voyez. Mais bon, ça, c'est pas pour mercredi. Hein. Donc, ce mercredi, et surtout, dans son tableau, la Fed va nous donner ses anticipations concernant son propre taux d'intérêt. Donc, le marché va regarder la confiance de la Fed quant à ramener l'inflation PCE à 2 en 2026, le nombre de baisses de taux, la lecture de l'emploi, bref, le rapport emploi-inflation. C'est ça qui fera l'intérêt de cette décision de politique monétaire de la Fed, avec aussi, bien sûr, ce qui compte, c'est le rapport de force au sein du FOMC. Donc là, en fait, vous êtes sur les dernières décisions de politique monétaire de l'ami Jérôme Powell. Alors, il est encore patron de la Fed, sauf que vous savez qu'à partir du mois de janvier, normalement début janvier, Donald Trump nomme le nouveau président de la Fed, mais qui prendra ses fonctions à partir de mai. Et on parle déjà, alors, le candidat favori, je vous le montre, le candidat favori de la presse, des sondes, des paris, c'est Kevin Hassett, pour remplacer Jérôme Powell. Kevin Hassett, c'est un fou furieux de la politique monétaire accommodante. Le mec, lui, il ne jure que par la croissance. Croissance, emploi, lui, il s'accommode très bien d'une inflation à 2,5-3. Il veut des baisses de taux. Il veut du bilan actif. Il veut... Et en plus, le gars, Kevin Hassett, vous savez qu'il a bossé, il a eu une relation de travail, il n'était pas employé, il a eu une relation de travail avec Coinbase. Le gars vient de la crypto en plus. Il sera patron de la Fed. Bon. Et concrètement, il pourrait avoir dès janvier un statut de Shadow Fed Chair, le patron de la Fed de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, Jérôme Powell serait le patron de la Fed jusqu'à mai. Mais en réalité, dès janvier, c'est la parole de Kevin Hassett qu'on écouterait. Parce que le marché est toujours dans la projection. Et donc si c'est Kevinou qui prend la tête de la Fed en mai, à partir de janvier, on écoute Kevinou parce qu'on se projette sur nous tout ce qui se passe en 2026. L'ami Kevin devrait nous gâter beaucoup plus que l'ami Popo, qui, bon, le mec a fait son taf, hein, faut pas déconner. Alors, ça va être intéressant aujourd'hui, mercredi par contre.
mercredi, alors pour l'instant Kevin Hassett, oubliez, regardez, il est là, il est tout beau, il a l'air des belles joues bien garnies, le mec, on sent que le mec c'est un optimiste, on sent qu'il est pour le pump, hein, mais bon, je plaisante. En tout cas, en tout cas, en tout cas, pour l'instant Kevin Hassett, oubliez-le. Là, je vous vends du rêve pour l'année prochaine. D'autre part, c'est pas parce que Kevin Hassett serait nommé patron de la Fed en janvier et qu'il aurait un rôle un peu de patron de la Fed de l'ombre, mais sans fonction officielle avant mai, que ça va changer quoi que ce soit. Jérôme Powell et les gens que vous avez sous les yeux, le FOMC, décident de tout jusqu'en mai. Ils décident de tout jusqu'en mai. D'autre part, même quand Kevin Hassett prendra la tête de la Fed, il n'a qu'une voix sur 12. Ils sont 12 à voter, et pour obtenir une décision, une hausse ou une baisse de taux, ou statu quo, il faut une majorité. Quand vous êtes 12, la majorité c'est 7. Puisque 6 c'est la moitié, une majorité, vous rajoutez une voix, ça fait 7. Voilà. Alors, normalement, mercredi, il y a une baisse de taux, mais ça ne va pas jouer, ça va pas être du 12 sur 12. Et c'est ça que va regarder le marché. La baisse de taux de mercredi, est-ce qu'elle passe avec du 7 sur 12, du 8 sur 12, du 9 sur 12? Parce que si elle passe juste avec du 7 sur 12, ça va rendre très peu probable une autre baisse en janvier. Si par contre on passe avec du 8, 9, du 10 sur 12, là ça va ouvrir des perspectives pour d'autres baisses de taux en début d'année prochaine. Vous comprenez? Donc ça, voilà, c'est l'autre facteur fondamental dominant. Donc j'ai dit que je commençais la vidéo par vraiment vous expliquer ce qui va compter. Et bien sûr, oui, et bien sûr, l'autre facteur qui va compter, c'est l'évolution du bilan du bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, ici donc, qui est en bleu. Je vous rappelle que depuis le 1er décembre, le programme de quantitative tightening de la Fed est terminé et que spécule déjà, eu égard aux tensions observées sur le marché monétaire et le marché interbancaire. Certaines banques ont du mal à trouver des fonds, ont dû faire appel à la Fed via de la liquidité d'urgence. Il y a eu une injection de 13 milliards, ça reste tendu, et il y a des rumeurs, non pas d'un programme de quantitative easing classique, mais d'un programme de quantitative easing technique. Alors est-ce que ça peut changer la donne? Non, il faut se calmer. Déjà, la Fed peut se contenter de confirmer qu'elle a stoppé son QT, c'est le cas, et rien d'annoncer de plus. Il y a quand même beaucoup de spéculations sur des annonces ce mercredi quant à un QE technique, c'est-à-dire assurer la liquidité à court terme, acheter des titres de dette, des T-bills, c'est des obligations court terme US, pour assurer la liquidité, pour maintenir un bon niveau de réserve bancaire. Je vous ai expliqué ça la semaine dernière, réserve bancaire, prêt à l'économie, prêt entre les banques. Sauf que c'est du court terme, ça ne se traduit pas par un changement de la maturité du bilan de la Fed. On n'est pas sur des durations longues. Donc le bilan de la Fed remonterait très légèrement. Et d'autre part, comme ce sont des obligations court terme, ça ne fait pas baisser les taux à long terme. Et ce sont les taux longs qui influencent le plus les marchés. Dans tous les cas, est-ce qu'un QE technique, s'il est annoncé ce mercredi, aurait un impact positif? Oui. Par contre, potentiellement, il ne sera annoncé qu'en janvier. D'accord? La Fed attend des données macro encore en retard à cause du shutdown. Donc attention, il n'est pas du tout acquis que la Fed annonce un QE technique ce mercredi. C'est possible, mais je dirais qu'il y a une chance sur deux. En tout cas, ça va arriver, vu les tensions observées sur le marché monétaire et le marché interbancaire. Et ce sera peut-être que fin janvier. Attention, là aussi, à pas espérer quelque chose. Mais en tout cas, les annonces quant au bilan de la Fed seront majeures. Bon, pour le cours du Bitcoin, maintenant on en vient directement au cours du Bitcoin. Deux schémas s'opposent. Je vous rappelle, les deux schémas structurels, et ensuite à l'intérieur du schéma bear, il y a les deux options. Les deux schémas structurels qui s'opposent. Le premier, on est dans le cycle de 4 ans. Donc vous connaissez le débat, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? On ne le refait pas. Nous sommes dans le cycle de 4 ans, donc le chemin est tracé. L'autre option, nous n'y sommes pas, parce que nous sommes cette fois-ci dominés par le cycle macroéconomique et le cycle de liquidité, qui lui ne nous disent pas du tout la même chose. Si nous sommes dans le cycle de 4 ans, bear market, donc jusqu'à septembre prochain, on attend à un moment ou à un autre un rebond du chat mort. L'alternative, c'est soit d'abord on reteste 70K
et on fait le rebond du chat mort, où on a vraiment trouvé un bottom à 80K, et là on fait le rebond du chat mort fin d'année jusqu'à 100K. Je ne sais pas si d'abord il faut retest 70. Voilà. En même temps, si je savais, bon, franchement, je serais Madame Irma, voilà, hein, j'aurais des millions sur mon compte, etc. Je les aurais peut-être un jour, hein, mais pas actuellement. Donc le schéma du bear, il est là. Voilà, c'est voilà, le cycle de 4 ans, bull run, bear market, rebond, halving, bull run, bear market, rebond, halving, bull run, bear market, rebond, halving, bull run. Donc là, bah, on a fait donc le bear market le précédent, le rebond 2022, le halving, bull run, et donc bah, on est entré dans le bear va jusqu'à septembre, et ensuite on repartirait pour bull run, etc. etc. Ça, c'est le schéma, donc bah, tout est tracé, il n'y a plus rien à faire. Hop, on ferme tous les écrans, hop, tout le monde passe à autre chose, et on attend le dernier trimestre 2026. C'est long, hein, parce qu'on n'est même pas en 2026. Rassurez-vous, c'est bientôt. Bon, ça, ce schéma, potentiellement, il est mort. Potentiellement, il est mort. Mais s'il n'est pas mort, mais voilà. Reprenez mon CTB de la semaine dernière, la durée, le 3 temps. Voilà, donc le 3 temps, mais à un moment ou à un autre, on cale. Donc la vague B, hein, regardez, hein, dans tous les précédents bears, hein, la fameuse vague B, la B, la B, la B, le rebond du chat mort. Donc là, ok. L'autre trajectoire, elle est celle de dire qu'en fait, ben, on n'a pas du tout fait le sommet de cycle. 126K est un piège. 2026 verra un bull run et non pas un bear. Pourquoi? Parce que ce cycle de 4 ans, c'est du vent. Il n'a pas assez d'ancienneté, il est purement psychologique, il est structuré autour du halving. Le halving qui pèse plus rien, on s'en fout. C'est vrai tout ça. Et dans ce cas, bah, on est plutôt en zone basse. Le cycle macroéconomique qui est représenté ici par le ratio cuivre-gold, on est dans les zones de départ de bull run. Et à chaque fois que ce ratio faisait un top, ça correspondait pile poil au sommet de cycle de Bitcoin. Toutes les dates que j'ai mis là sont bonnes. J'ai pas mis au hasard pour vous faire plaisir. Je vais aller prendre le graphique du BTC, elles sont toutes bonnes pour le top de cycle et le point de départ de la hausse. Sauf qu'on peut rester dans la partie basse encore très longtemps. C'est pareil, le business cycle, ici je l'ai représenté par le ratio cuivre-gold, là je le représente par le PMI US de l'ISM. Tous les sommets de cycle de Bitcoin, bah, vous avez ici Bitcoin, et j'ai mis les traits rouges, se sont faits quand le business cycle était tout en haut. Et les points d'accélération quand on partait de tout en bas. Et là, bah, on est encore tout en bas. Donc ça colle pas. Le sommet de cycle à 126K colle au cycle de 4 ans parfaitement, mais ne colle pas au business cycle et ne colle pas non plus au cycle de liquidité qui, lui, nous annonce, bien sûr, là on en est complètement décorrélé, on y est corrélé dans 75% du temps, 25% du temps, non. Bah là on est dans les 25%, c'est tout, point final, c'est des maths. Est-ce qu'on va revenir à les 75? J'en sais rien. Dans tous les cas, par rapport à cette corrélation, ça colle pas, tant en manière absolue qu'en matière de vitesse, puisque le momentum annuel du M2 fait donc un nouveau sommet. Voilà. Et depuis le début du cycle, à chaque fois qu'il fait un nouveau sommet, Bitcoin a fini par suivre. Mais peut-être que là, il ne suivra pas. Okay. Bitcoin analyse technique. Donc, alors, analyse technique, c'est assez bluffant de se dire. Donc là, vous avez l'ancien bear. Vague A, vague B, vague C. La vague B, c'est faite dans le Kumo du système Ishimoku. Oh, incroyable. Vague A. Donc on serait dans le Kumo du système Ishimoku, vague B. Pourquoi ce que je dis tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut d'abord... Parce que regardez, là, 69K, regardez, c'est pile poil le record de l'ancien cycle. Et on l'a pari-test en avril. Donc moi, mon hésitation, elle est là. Est-ce que d'abord on fait... Donc là, je pars du principe qu'on est dans le bear. Est-ce qu'on fait d'abord vague A? Vague A, on reteste. Rebond du chat mort, vague B. Et ensuite, vague C, et on arrive en septembre. Ou est-ce qu'en fait, on l'a déjà fait là? Vague B et vague C, et c'est fini. Je vais un peu trop loin, voilà. Septembre-octobre 2026. Bon, ça, j'en sais rien. Aucune idée. Franchement, aucune idée. Pour le savoir, il faut dépasser une résistance. En gros, il y a une résistance que je regarde, c'est le point mort annuel. Le point mort annuel, il est là. Le point mort annuel, c'est 93 500. Au-dessus duquel on est en hausse depuis le début de l'année, sous lequel on est en baisse. On voit bien que c'est une résistance. Donc, si on est capable de redépasser 93,5, là c'est un gros signal de rebond vers 100-105. Par contre, voilà,
Si on se maintient sous cette résistance, là, ça peut faire une sorte de bear flag, et on ira d'abord retest l'ancien record, enfin le record de l'ancien cycle avant de repartir. Je ne sais pas ce qu'on fait là. C'est une structure technique qui peut être un drapeau de continuation, ça peut être une base de départ. Le signal n'est pas donné, le signal le sera avec la Fed dans tous les cas. Le signal sera donné avec la Fed dans tous les cas. Alors ça, c'est plutôt intéressant, le DSS Brissert, un double stochastique, qui chope vraiment bien la tendance de moyen terme. Et là, on est en zone basse, ça va bientôt croiser. Ça correspond, mais ça peut quand même malgré tout laisser la place à un dernier drop. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'il reste un dernier drop ou pas, le rebond du chat mort arrive. Le rebond du chat mort arrive. Et je regardais notamment sur l'action stratégie. On est à 2 doigts de croiser. Stratégie toujours en avance sur Bitcoin. Micro-stratégie. On est à 2 doigts de croiser, de donner le signal sur le DSS Bresser. Ce sont quand même des gros signaux. Le rebond du chat mort est en vue. Quand bien même on se ferait une dernière fois peur avec la Fed, le rebond du chat mort est en vue. Ethereum, ETH, c'est quand même plus costaud. Alors ETH, ça surperforme. ETH, voilà. On est sorti par l'eau, on a réintégré. Là, regardez, on voit bien ici qu'il y a un gros rectangle entre 2100 et 4000. Vous voyez ça? Là, on a fait l'excès aussi, on a réintégré. Là, l'excès baissier, on a réintégré. Là, on est à 2007. Qu'est-ce que c'est que ce niveau des 2007 qu'on tient? 2007, c'est pas compliqué, regardez. C'était le point d'accélération de la victoire de Trump. Pile poil. Le même niveau ici, et là, on tient. L'incertitude de Bitcoin, de TH, c'est ça. C'est tenir ce niveau. Potentiellement, c'est comme les 84 Bitcoin. On a la base d'un dead cat bounce et on repart tester les 3008. On le pète, on ira d'abord tester les 2000. Moi, la zone dans laquelle je suis hyper à l'aise pour acheter de l'ETH, c'est toute cette zone-là. Toute cette zone-là. 1500, 2000. Ça, franchement, c'est du caviar. Ça, c'est des soldes. Franchement, si on revient ici, c'est une chance. C'est une chance de payer. Entre 1500 et 2000, c'est une chance de payer. On n'ira peut-être pas. Ou plus tard. Pour viser derrière 7000. Oui, parce que 200K et 7000, moi, ce sont toujours des cibles. On ne l'a pas fait sur ce cycle, on le fera. ETH BTC est dans d'excellentes dispositions. ETH BTC a tenu cette trend, tente de faire quelque chose. Vous savez, regardez en weekly ETH BTC, on est vraiment dans la zone basse. Quand bien même on fera encore du caca, on voit très bien que sur un horizon de 12 à 18 mois, ETH fera mieux que BTC. Sur un horizon de 12 à 18 mois, globalement, à la fin, ETH aura fait mieux que BTC. Ça, c'est ma lecture des choses. Donc, on a ce niveau des 2007, point de départ de l'impulsion de Trump. Ici, on verra bien si ça tient. La Fed, de toute façon, va faire la décision. Solana, je continue de pas aimer. Enfin, pas aimer. J'ai rien contre Solana, mais graphiquement, c'est du caca. Mais on a toujours on a une grosse zone entre 100 et 130. Une grosse bande d'intérêt, là, entre 100 et 130. Voilà, mais j'ai beaucoup de mal à définir ce qu'on fait ici, sur le plan technique. Le jeton BNB, le point d'intérêt, bien sûr, c'est le retour à l'XATH. Ce serait retester 700 $, qui serait un niveau intéressant. AAV, bien sûr, la DeFi, vous savez, la DeFi. Vous jouez la DeFi, prenez du AAV. La DeFi, qu'est-ce qu'elle a besoin pour rebourrer? Elle a besoin que les taux du marché baissent. Les taux courts, les taux longs. Réaugmentation de la liquidité de toutes les banques centrales du monde. La DeFi finira par faire son retour. Il faut être patient. La DeFi attire les capitaux parce qu'elle propose des rendements plus élevés quand ceux du marché sont en baisse. Ça viendra. Je pense que 2026 verra le retour de la DeFi. Donc c'est pas déconnant de se positionner sur du AAV entre les 120 et les 150 €, les 150 $, toute cette zone-là, toute cette grosse bande de prix. Voilà, c'est un jeton. Si vous voulez vous positionnez entre 120 et 150 $ sur AAV, lorsque la DeFi, il y aura à nouveau une rotation cyclique en faveur des jetons de la finance décentralisée, bien sûr que AAV repartira, mais aussi Ethereum.
qui héberge, qui abrite sur la blockchain Ethereum un max de projets DeFi. Donc, si vous voulez, et je vais arrêter de dire si vous voulez, mais avoir de l'ETH et du AAV en portefeuille, sur un horizon de 2 ans, vous êtes largement gagnant. Merci à tous les amis, bonne session de Fed.